Braves gens, bonsoir et bienvenue. Dans FX Histoire. Et ce soir, je vais vous lire la nouvelle « Le manoir aux urnes », une nouvelle d'une autrice qui se fait appeler Nokomis M. Braves gens, bonne écoute. Très ASMR-esque ce petit effet finalement. Le taxi m'arrêta devant les portes du manoir. Les murs noircis par les années s'élevaient vers le ciel, percés de fenêtres étroites. Dans les arbres, les corbeaux raclaient l'air de leurs cris râpeux. Lançaient-ils dans l'automne. Le conducteur sortit ma valise du coffre et repartit par l'allée de gravier. Il flottait dans l'atmosphère un curieux parfum auquel les oiseaux noirs n'étaient peut-être pas étrangers. Je les observais lisser leurs plumes sombres entre les rayons pâles du soleil levant. Ils étaient des dizaines, scrutant mon arrivée comme des prédateurs aux aguets. C'est de circonstance, songeai-je. Le séminaire pour lequel j'étais venu était consacré à ces oiseaux. Des sommités du monde entier s'y retrouveraient. Et c'était ici, au sein de cette étrange demeure, qu'ils prendraient place. On appelait le lieu le manoir aux urnes. Depuis des générations, les propriétaires tenaient la place, fiers de leur héritage. Mais ces dernières décennies avaient vu mourir les descendants les uns après les autres, et ne restait plus qu'une vieille femme, criblée de dettes, à qui la location de la demeure permettait d'en garder la possession. On avait incinéré les morts et glissé leurs cendres dans de grandes urnes grises qui ornaient les cheminées de presque chacune des chambres. J'étais impatiente de découvrir quel prestigieux ancêtre reposait dans celle qu'on m'avait allouée. Madame Fusette, maîtresse du manoir, me guida jusqu'au 2e étage. Nous montâmes de larges escaliers glissants en rampe en fer forgé, parcourûmes de longs couloirs tapissés de rouge. Enfin, elle ouvrit ma porte, dévoilant une grande pièce dont la fenêtre donnait sur les pelouses du parc. Mon premier regard fut pour la cheminée en marbre, dont la bouche béait sur une obscurité mystérieuse. Mais nul mort sur la tablette, ni sur la table de nuit, ni sur le rebord de la fenêtre. Je faillis demander à Madame Fusette pourquoi ma chambre était si vide. Mais
J'avais l'impression qu'elle ne m'aurait pas répondu. La dureté de son regard gris, les cheveux blancs des deux côtés de son visage et sa tenue terne et stricte contribuaient au mal-être que je ressentais en sa présence. J'aurais voulu avoir un mot de réconfort pour adoucir un peu l'âpreté de sa vie, mais elle me laissa presque aussi vite qu'elle était apparue, refermant sèchement le battant derrière elle. Je restais seul et un peu déçu, les yeux perdus par la fenêtre. Puis je m'assis sur le grand lit en attendant que le séminaire commence. De part et d'autre, de grands rideaux retombaient, retenus par un lacet rouge. Le sol était recouvert d'une moquette confortable et une petite porte près de la table de nuit donnait sur une salle de bain modeste. Un immense miroir cerclé d'or surplombait la cheminée, sur laquelle se tenait un chandelier et une boîte à bijoux, usurpateur de cette place à laquelle j'aurais tant préféré voir l'urne légendaire. Je soupirais. J'avais passé l'âge de ce genre de bêtises après tout. Quelle importance! De l'autre côté de la vitre, le jour faisait valoir ses droits. Un grand soleil perçait la brume, dévoilant les couleurs du parc. D'ici quelques minutes, il serait 8h30. Un petit déjeuner serait servi dans la salle à manger du manoir. L'occasion pour moi de me changer les idées. Une cinquantaine de personnes se pressaient autour de la table, sur laquelle on avait dressé le buffet. J'observais les convives, curieuses de savoir qui se dissimulait derrière les apparences. J'avais reconnu au premier coup d'œil la professeure Verussi, spécialiste incontestée des corbeaux. 4 ou 5 curieux s'agglutinaient déjà autour d'elle, la pressant de questions. Bel endroit, n'est-ce pas? Je me retournai. L'homme qui venait de m'adresser la parole était un peu plus vieux que moi, élégamment habillé. Cheveux et regard sombre, peau pâle. J'ai hâte de découvrir ce que la nuit nous réserve, dit-il avec un clin d'œil. Vous parlez des fantômes? Bien sûr, quoi d'autre? Jérémie Félix, docteur en biologie des organismes, se présenta-t-il. Je me présentai à mon tour. Mes yeux parcouraient le plafond haut, les murs épais et noirs, la grande table en bois brut sur laquelle on avait disposé le buffet. Je traquais la faille, l'interstice par lequel les âmes du domaine viendraient nous rendre visite. Car le manoir aux urnes traînait également la sinistre réputation d'être hanté par ses anciens habitants. Au départ, il ne s'agissait que d'une vague rumeur, une légende murmurée, à peine retenue. Mais au fur et à mesure que la famille s'était réduite, que les urnes avaient peuplé les cheminées de la demeure, les témoignages s'étaient faits plus nombreux.
Des rideaux frissonnaient, des portes se fermaient toutes seules. On entendait des hurlements lugubres dans les couloirs. La nuit, tout ce petit monde reprenait vie sous le clair des étoiles. Le mythe avait attiré nombre d'adeptes du surnaturel et autres chasseurs de spectres. Un journal local avait même rédigé un article consacré aux phénomènes paranormaux du manoir. Je ne croyais que modérément aux histoires de ce genre. C'était l'atmosphère particulière régnant ici qui m'avait séduit à première vue. Les croassements rauques des corbeaux contre le ciel, les cendres des macabées peuplant les chambres et la noirceur des murs de pierre. J'imaginais mal un revenant habillé d'un drap blanc traîner son boulet mal huilé jusqu'à mon lit pour ululer sa plainte gutturale. « C'est pour les corbeaux que je suis venu, » répondis-je. « Si les âmes des cimetières devaient revenir parmi nous, nul doute qu'elles porteraient de grandes ailes noires et un bec gris comme la cendre. » Sérieusement, monsieur Félix, depuis le temps qu'on en parle, si fantômes il y a, ils ne doivent pas être bien dangereux. Personne n'est jamais mort entre ces murs, à ce que je sache, exception faite des habitants des lieux. « Nous verrons bien, » répondit Jérémie Félix avec un sourire énigmatique. « Regardez, le spectacle commence. » Pendant une fraction de seconde, je crus qu'il parlait toujours des morts et mes yeux interprétèrent le chatoiement d'une vitre comme une apparition surnaturelle. Illusion bien vite dissipée à la vue des participants se dirigeant vers le grand salon du manoir, dans lequel se tiendraient les conférences. Intelligent Savière, le corbeau se singe à plumes, titrait la première intervention. Dans le salon, le matériel dernier cri tranchait avec l'ancienneté des lieux. Un écran blanc avait été installé contre la tapisserie du plus grand mur, sur lequel un rétroprojecteur plaquait des photos de corbeaux. On avait placé des chaises en rangées ordonnées sur toute la longueur de la pièce où les participants prirent place. Entouré de bavardage et de modernité, j'oubliais le temps du colloque les fantômes du manoir. Face aux ordinateurs et aux téléphones portables, les vieux tapis et les meubles centenaires semblaient céder leur place, envahis par les nouvelles technologies du monde extérieur. Les interventions se succédèrent tout au long de la journée, entrecoupées par des pauses et le repas du déjeuner. Je discutais avec des participants dont j'oubliais presque instantanément le nom et dînais avec Jérémie Félix. La nuit tomba presque sans bruit, noyée de brume, enveloppant les oiseaux endormis sur les branches. De l'autre côté des ténèbres, l'obscurité mangeait ce qui restait de lumière. Les étoiles étaient perdues dans les nuages. Et depuis l'intérieur, je distinguais à peine les hautes grilles dont les pointes écorchaient le ciel. Les participants montèrent se coucher au compte-gouttes, chacun se laissant doucement envahir par l'étrangeté des lieux. Jérémie et moi fûmes parmi les derniers. Dans les lueurs vacillantes du manoir, tout avait changé. Les escaliers fourmillaient d'ombres se dérobant sous nos pas. Dans l'encadrement des portes se glissaient des silhouettes qui s'évanouissaient dès lors que nos yeux s'y posaient. Je ne reconnus pas ma chambre. Les ténèbres soudain semblaient ramper par la fenêtre et les tentures dissimulaient des tremblements inquiétants. Je laissai les volets ouverts
et me glissais sous les couvertures. Tout mon corps était tendu dans l'attente d'un événement qui ne venait pas. Je guettais le froissement d'un drap sur le tapis, le chuchotement malhabile d'un mort. Mais seul le silence répondit à mon attente. Je finis par m'endormir. Lorsque j'ouvris les yeux, il faisait encore nuit noire. Il me fallut quelques instants pour reprendre mes esprits. On entendait des voix assourdies venues de nulle part. Je me relevai sans bruit, marchai jusqu'à la porte et l'ouvris. Le battant dévoila l'obscurité du couloir. Personne. Dans ma chambre, on discutait toujours sur fond de musique joyeuse, comme un téléviseur dont on aurait baissé le son. Des lumières dansaient au-dessus de la cheminée, évanescentes, scintillant comme des étoiles. Les éclats d'une fête arrachée à l'oubli, tanguant contre les murs de la pièce. Mes yeux dilatés cherchaient à distinguer une silhouette, l'esquisse d'une explication. Mais les reflets mouvants des morts se dérobaient à mon regard dès que je tentais de les accrocher. Je fis le tour de ma chambre en silence, laissant glisser ma main contre les murs, dans l'espérance d'une faille, fixant les ténèbres, ouvrant mes oreilles à ces sonorités aux accents d'au-delà. Mais je ne percevais de ce monde parallèle qu'une impression diffuse et indistincte, aux allures de rêve, à peine éveillée. En désespoir de cause, j'ouvris la fenêtre et m'y penchai, tentant une fois de plus de trouver une explication rationnelle à ce qui m'arrivait. Mais seul le silence et l'absence me répondirent. La lune était toujours noyée de brume et je distinguais sur les branches des arbres les ombres endormies des corbeaux. Je restais longtemps assise sur mon lit, les bras autour de mes genoux, tous mes sens en alerte. Mais plus je me concentrais, plus les échos m'échappaient. Et ce fut seulement quand le sommeil revint me prendre, à la seconde où je lâchai prise, qu'il me sembla percevoir pleinement les tourbillons de la fête. Garance Fusette, me glissa Jérémie Félix, alors que je prenais mon petit déjeuner, assise à la grande table où les participants s'installaient pour manger. Il prit place à ma droite. « Pardon ? C'est le nom de mon fantôme, celle dont les cendres reposent sur la cheminée. Elle est morte pendue. C'est d'abord la corde qui est apparue. J'aurais presque pu la toucher, tant elle paraissait réelle.
Et puis, le corps blanc de Garance qui se balance comme un métronome, sa robe sombre et ses cheveux noirs. La chaussure qui tombe, ultime sursaut de vie. Et puis, plus rien. Et le vôtre ? Je haussai les épaules. Qui vous dit que je suis assez folle pour voir des fantômes ? Le fait que vous refusiez d'y croire n'efface pas leur existence. Seules les manifestations diffèrent. Regardez les yeux cernés de notre chère Vérussie. Il paraît qu'elle a entendu des coups contre les murs pendant une partie de la nuit. Une branche frappant contre les pierres, sans doute. A-t-elle dit ? Elle occupe la chambre d'Amédée Fusette. Le pauvre homme était fou. Il se tapait la tête contre les murs. Il est mort d'un traumatisme crânien à la suite d'une de ses crises. Malgré mes vaines tentatives pour ne pas accorder crédit à ce qu'il disait, je buvais littéralement ses paroles. Voyez cet autre homme à l'autre bout de la table. Il a rêvé qu'il se mourait de vieillesse dans le lit qu'il occupait. Il fixait avec incrédulité ses mains ridées et sa famille se penchait à son chevet pour lui faire ses derniers adieux. Rodolphe Fusette est décédé de sa belle mort à 97 ans. Un âge vénérable, je vous l'accorde. Et cette jeune femme au chemisier vert, elle s'est réveillée en sursaut au milieu de la nuit. Elle a poussé un hurlement effroyable à la vue de la tache rouge qui s'étalait sur sa chemise de nuit au niveau de son ventre. 3 personnes ont été réveillées par son cri. Avec le retour de la lumière, elle s'est convaincue qu'il s'agissait d'un cauchemar. Henriette Fusette, morte poignardée par son amant pendant qu'elle dormait. Il me regardait avec un sourire. Et votre fantôme ? Il n'y a pas d'urne dans ma chambre. Pas d'urne donc, pas de revenant ? Je faisais mine d'être absorbé par un oiseau imaginaire de l'autre côté de la vitre. Mais je savais que ma ruse ne prendrait pas. Des rires, des lumières, les accents d'une fête. Mais plus j'essayais de comprendre, moins j'y parvenais. Comme si je devais lâcher prise avant d'y être admise. Monsieur Félix, pourquoi êtes-vous là ? Pour les corbeaux ? Pour les fantômes ? Il rit. Est-ce que je sais ? Nous ne sommes pas tous égaux face aux univers qui croisent le nôtre. Certains sont plus sensibles que d'autres. La majorité des personnes présentes ici n'a qu'une connaissance inconsciente des histoires des morts qui peuplent ce manoir. Vous et moi, nous sommes à part. Nous percevons ce qui se passe au-delà de la frontière, le monde derrière le monde. Je restais quelques instants silencieuse, interdite. J'avais envie d'y croire soudain, de plonger moi aussi dans les mystères de la demeure. Je n'ai vu personne mourir, pourtant. Répondis-je finalement. Seulement les accents joyeux d'une fête. Qui occupait ma chambre ? Le jeune homme me glissa un sourire en coin. Je ne vous dirai rien. Laissez-vous envahir par l'atmosphère de votre chambre. Laissez la morte venir à vous. Quand vous aurez découvert ce qu'il en est, vous serez convaincu que je n'ai pas menti, puisque je ne vous aurais rien dit.
corbeau entre mythe et réalité », titrait le programme de cette nouvelle journée. Je la passais en compagnie de Jérémie Félix. Nous nous assîmes côte à côte dans la salle de conférence, écoutant les spécialistes se succéder. Au cours des repas, je laissais traîner mes oreilles indiscrètes à la recherche d'informations, mais les spectres des invités se limitaient à ces rêves étranges qu'ils avaient racontés à leur réveil, et aucun ne semblait prêt à y reconnaître une quelconque manifestation surnaturelle. Le manoir était toujours noyé de brume. Mais loin de l'obscurité nocturne, tout paraissait plus rassurant, plus normal. Pourtant, j'avais conscience que, de retour dans ma chambre, toutes mes certitudes s'envoleraient de nouveau, que les rires perdus du manoir reprendraient leur droit, ravivés par mon envie d'y croire. À la tombée des ombres, je montais les marches, le cœur battant. Je me glissais sous les draps, fermais les yeux et tentais de suivre les recommandations de Jérémie Félix. Ce furent les mêmes échos de rire, les mêmes accents festifs qui envahirent mes oreilles, mes yeux. Des lumières dansaient au lustre, et il me sembla brièvement reconnaître l'immense salle à manger du manoir. « Florentine !» criait-on, et le prénom s'effilochait dans la nuit, avant la chute, avant le choc. J'ouvris les yeux. Il faisait jour et j'aurais été incapable de dire si j'avais rêvé ou non. Le soleil peinait à s'imposer à travers la brume. Les corbeaux s'éveillaient entre les branches. Je me concentrai quelques instants pour retenir les sensations fugitives de la nuit. Une chute, glissai-je à Jérémie quand je pris place à ses côtés. Elle s'appelle Florentine et elle est tombée. Il y avait une fête, les gens étaient heureux, puis elle est morte. Pas mal, mais peut mieux faire. C'est tout. Il sourit. Vous êtes sur la bonne voie. Regardez-les, ils sont encore plus fatigués qu'hier. Jérémie avait raison. Les cernes creusaient les yeux des invités. Le manque de sommeil hantait leurs regards. Autour du petit déjeuner, on discutait cauchemars et nuits mouvementées. Insomnie rythmée par les revenants du manoir. Pourtant, pas un pour avancer l'hypothèse que, oui, après tout, le manoir aux urnes avait bien mérité sa réputation de demeure hantée, qu'il n'était pas impossible qu'un ou deux spectres traînent leurs souvenirs entre les chambres. Ils sont aveugles, murmurai-je. Ils ne veulent pas voir. La rationalité du monde est confortable et rassurante. Qui voudrait s'en éloigner ?
La journée s'écoula comme les précédentes. Quand les conférences prirent fin, Jérémie m'emmena dans le parc du manoir. Il voulait me montrer quelque chose, disait-il. Un corbeau était mort le matin même. Je n'ai aucune affinité pour les cadavres, répliquai-je. Attendez de voir. Nous marchions dans la brume, entre les grands arbres du jardin. Au bout de l'allée, les hautes grilles de l'entrée me paraissaient floues et indécises, comme si la réalité du monde se retirait doucement de cet entre-deux suspendu. Ce sont les urnes, n'est-ce pas, qui permettent aux morts de revenir? Mais ma chambre n'en a pas. Comment expliquer ce que j'ai vu cette nuit? Les urnes ne sont que le réceptacle. Elles donnent un point d'ancrage sur la terre. Il doit exister un objet dans votre chambre qui joue ce rôle, mais cela ne suffit pas. Les morts sont morts, leur âme est au-delà du monde, prisonnière de l'autre côté de la frontière. Inaccessible. Pour traverser, ils ont besoin d'un passeur. Je ne pus retenir mon étonnement. Un passeur? Comme Caron sur le Styx? Un vieux bonhomme qui mène sa barque sur le fleuve? Quel fleuve? Il leva les yeux au ciel. On dit que lorsque quelqu'un meurt, son corps perd quelques grammes. Le poids de l'âme, comme si elle s'était envolée. Non, nul besoin d'une barque. Pour être un passeur, il faut avoir des ailes. Noires comme la nuit et la mort. Nous avions marché jusqu'à la bordure d'un cercle formé par de grands arbres. Le cadavre était au centre, pattes tendues, les plumes ternes, l'œil éteint. Mon compagnon n'eut pas besoin de m'intimer le silence. L'atmosphère qui régnait le faisait par elle-même. Des corbeaux arrivaient par dizaines pour se percher sur les branches qui surplombaient le mort. De toutes parts jaillissait leur croissement rauque. À terre, près du Maccabée, un oiseau noir marchait de long en large, attendant que les invités s'installent. Quand tout le monde eut pris sa place, il lança un cri sombre et strident qui perça la voûte du ciel. Pas un bruit dans l'assemblée. Le silence semblait descendu jusqu'à la gorge des volatiles et suspendait son emprise au-dessus de la cérémonie. Dans le recueillement qui suivit, personne ne bougea. Pendant les longues minutes au cours desquelles je fixais l'assistance, je demeurais stupéfaite par cette scène. J'osais à peine respirer de peur de rompre le charme. À mes côtés, Jérémie était aussi immobile qu'une statue. Puis les corbeaux s'envolèrent. Petit groupe par petit groupe, dans un immense nuage de ténèbres, ils disparurent à notre vue et se dispersèrent dans le parc du manoir aux urnes. Seul demeura le mort
les yeux rivés au ciel. Des passeurs aux ailes noires, songeai-je, transportant les âmes depuis l'au-delà pour les mener à bon port, au point d'ancrage, pour les mener jusqu'aux urnes. Nous nous regardâmes sans parler, comme si nous avions peur que les mots brisent les instants que nous venions de vivre. Mais les questions tournaient dans ma tête avec la vivacité d'un animal en cage. Où était l'urne de ma chambre ? Si j'avais vu Florentine Fussette, il devait y en avoir une quelque part, dissimulée dans l'ombre. Je pris congé de Jérémie, prétextant avoir besoin de me préparer pour le cocktail du soir. Une fois dans ma chambre, je me mis à l'ouvrage. Je cherchais partout, derrière le miroir et sous le lit, dans l'armoire de la pièce et celle de la salle de bain, sur l'appui de la fenêtre et sous les rideaux, mais des cendres, nulle trace. Mon fantôme était invisible. Il refusait de se laisser découvrir. Déçu, je finis par abandonner. La nuit tombait sur le manoir et déjà les escaliers résonnaient des pas de ceux qui descendaient pour la fête. On frappa à la porte. C'était Jérémie. Je lui demandai de m'attendre en bas, m'habillai et me maquillai à la hâte. Mon reflet dans le miroir me laissa insatisfaite. Il manquait quelque chose. Un collier, peut-être. Malheureusement, tous les miens étaient restés chez moi. Mes yeux tombèrent alors sur la boîte à bijoux posée sur l'appui de la cheminée. Après quelques instants d'hésitation, j'en ouvris le couvercle. Le diamant scintillait dans son écrin, accroché au bout d'une chaîne en or. Je la passai autour de mon cou et mon image me parut bien plus attirante. Il me semblait que mon visage avait imperceptiblement changé. Mes yeux étaient plus étirés, mon nez plus court, ma bouche plus pleine. Mais dès que je m'approchais, l'impression se dissipa. Lorsque j'ouvris la porte de ma chambre, me parvinrent les rires et les échos d'une fête. Surprise, je constatai que les tapis étaient plus vifs, les tapisseries plus chatoyantes. Mes yeux abasourdis découvraient le manoir sous un jour nouveau, ressuscité du temps de son ancienne grandeur.
Je descendis les escaliers en laissant la rampe glisser sous mes doigts. Au bas des marches s'ouvrait le salon. Je cherchais Jérémie du regard, mais ne le trouvais pas. D'ailleurs, je ne reconnaissais personne. Les invités semblaient sortis tout droit d'une autre époque dans leurs costumes élégants et leurs grandes robes aux couleurs soutenues. Quelqu'un m'interpella. « Florentine !» Je m'arrêtai quelques instants. Un jeune homme pâle aux cheveux sombres. Je ne l'avais jamais vu auparavant, mais son visage rappela dans mon esprit des impressions du rêve de la veille. Mon regard traversa la fenêtre pour se perdre dans la nuit. Les ombres des oiseaux peuplaient les branchages. Je détaillais ce salon que j'avais vu si souvent ces derniers jours. Et que pourtant, je ne reconnaissais pas vraiment. L'immense table en bois semblait plus lisse et polie. Les plats qui la couvraient regorgeaient de mes anciens. Du cocktail auquel je m'attendais ne restait rien, sinon les accents de cette fête que j'avais perçue les nuits précédentes. Je descendis quelques marches plus bas. Je surplombais toujours la scène et ne pouvais en détacher mes yeux, émerveillé d'avoir enfin trouvé le moyen de me glisser entre ces accents de musique, ces lumières joyeuses et ces rires que j'avais désespérément tenté d'atteindre depuis mon lit. Les gens semblaient heureux et bavardaient gaiement au son d'un petit orchestre qui jouait dans un coin de la salle. Certains invités dansaient, des robes tournoyaient entre les meubles, des mains se serraient, des corps se rapprochaient timidement au rythme des notes. Le jeune homme s'approcha des escaliers, tendit une main vers moi comme une invitation à la danse. Je souris. Malgré l'étrangeté du moment, mon incompréhension s'effaçait pour laisser place à l'envie de me noyer parmi cette foule qui m'était inconnue quelques minutes auparavant. Je descendais cet escalier interminable. Les invités tournaient dans les lumières. Ma main lâcha la rampe. Des volutes de musique semblaient tournoyer dans la salle, rempart contre l'obscurité. Mes pas martelaient les marches de plus en plus vite, alors que la cadence s'accélérait, que les valseurs claquaient leurs talons contre les tapis du salon, virevoltant dans la flamme vacillante des bougies. Un pas après l'autre, avalant la distance entre cet homme et moi. Et les reflets sur les visages creusaient des ombres évanescentes sous lesquelles la chair semblait aussi pâle et frêle que celle des fantômes. Mon pied trébucha. Et ce fut la chute. Je dégringolais comme un pantin qu'on désarticule, avalé par les marches. J'entendais les gens hurler. Quelque part, on criait mon nom. « Florentine !» Mais déjà le monde s'évanouissait. Et je ne distinguais plus les visages, ni les lumières, ni la musique. Puis ce fut le trou noir. Lorsque je repris conscience, j'étais accroupi au pied des marches. Mes yeux accrochèrent ceux de Jérémie, penché sur moi. Sa main prit la mienne. Il me hissa debout et je contemplais la salle qui avait retrouvé l'aspect que je lui avais vu ces derniers jours. Verussi discutait avec des collègues. Quelques personnes formaient un cercle autour de moi, inquiets de savoir si j'allais bien. Je les rassurais sur mon sort et m'écartais. Jérémie me tendit un verre avec ce sourire en coin qui ne le quittait jamais. Que s'est-il passé ? C'est à vous qu'il faut poser la question.
Je suis tombé. Vous avez trébuché sur les marches, rectifia-t-il. Et puis, je crois que je suis morte. Je portais la main à mon cou et sentis le diamant du collier sous ma paume. Je le retirais et le gardais bêtement dans ma main. C'était une chute dans les escaliers, confirma-t-il. Florentine Fusette avait 21 ans. Elle était fiancée à un jeune noble de la ville. Vous occupiez sa chambre. Je n'avais rien à répondre. Jérémie savait bien qu'il avait raison, lui qui m'avait guidé à travers ce voyage depuis le début du séminaire. Je bus d'un coup le verre qu'il venait de m'apporter. Je ne savais ce que j'espérais le plus. Oublier cette sensation terrible de la chute ou retrouver les accents de la fête. Dans le salon du manoir, tout semblait trop réel à présent, dénué de toute la magie du passé. Il me fallut plusieurs heures avant de retrouver ma place au sein du monde. Mais petit à petit, je réapprivoisais l'atmosphère. Je discutais avec des spécialistes et des étudiants, mangeais des petits fours. Je ris avec Jérémie à l'idée que tous ces gens avaient vécu pendant 3 jours au contact des morts et que, pas une fois, ils n'en avaient soupçonné l'existence, malgré les évidences qui peuplaient le manoir. Quand je remontais les marches, c'était le petit jour. Un corbeau était perché sur l'appui de ma fenêtre et poussa un cri rauque à mon approche. Il s'envola dans la brume, ses ailes avalées par la grisaille. Mon poing était toujours serré sur le collier. Lorsque j'ouvris la boîte pour le reposer, un petit mot attira mon attention. C'était la carte du fabricant de bijoux. Savez-vous qu'il est possible d'extraire le carbone des cendres de vos morts pour en faire des diamants? C'est ce que vous propose Smith & Co. grâce à un procédé inédit qui vous permettra de porter toujours sur vous un bijou fait sur mesure à partir de ceux qui vous étaient chers. Vous garderez ainsi un souvenir tangible et inaltérable de vos défunts. Et c'est une fin d'histoire. Pardon, je kiffe la musique. Une petite histoire toute gentille finalement.
le plaisir. C'était très entrecoupé mais cool. Oui, mais si vous écoutez actuellement cette rediffusion sur YouTube, ça ne l'était pas pour vous. Et pour celles et ceux qui sont actuellement sur Twitch, peut-être que vous aurez cette rediff dans un an.